Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Camille Flammarion, un nom qui évoque autant les étoiles que les mystères de l'au-delà. Astronome de renom, écrivain fatigable, vulgarisateur passionné, mais aussi humaniste et chercheur de vérités invisibles. Un homme qui, tout au long de sa vie, a tenté de jeter un pont entre la science et le spirituel, entre la rigueur des lois célestes et la grande question de l'âme. Mais au-delà du savant, c'est aussi l'homme qui nous interpelle, curieux de tout, passionné, parfois visionnaire, parfois contesté, mais toujours habité d'une volonté de partager, de transmettre et d'élever l'humanité. Dans cette émission spéciale en 2 volets, nous allons partir à la découverte de ce personnage fascinant, à la fois savant et poète, astronome et explorateur de l'inconnu. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Ginet, chercheur indépendant, auteur, conférencier, astronome passionné d'histoire et de sciences occultes, qui sort un ouvrage passionnant, Camille Flammarion et les fantômes, à paraître le 12 novembre chez JMG Éditions. Un livre qui, par son titre, illustre à merveille cette dualité de Flammarion, l'homme qui déchiffrait le ciel et qui s'interrogeait la nuit sur la survivance de l'âme et la manifestation de l'au-delà. Alors dans le premier volet, nous mettrons en lumière l'homme et l'astronome, son parcours, son rôle de vulgarisateur, mais aussi l'humaniste qui voyait dans la connaissance un chemin d'élévation. Nous verrons comment Flammarion, loin de l'image figée du savant solitaire, a su rapprocher les étoiles des hommes et les hommes, quelque part, des étoiles. Puis, dans le second volet, nous basculerons vers une autre facette, plus intime, plus mystérieuse, celle du chercheur d'âme, de l'observateur des phénomènes étranges, du témoin attentif de ce que nous appelons aujourd'hui le paranormal. Avec Jonathan Ginet, nous explorons les écrits de Flammarion sur les fantômes, les expériences post-mortem, son amitié bien sûr avec Allan Kardec et le mouvement spirit, et cette quête troublante qui l'a accompagné toute sa vie, la question de la vie après la mort. 2 volets, 2 regards complémentaires sur un homme unique, un voyage à travers les étoiles et les esprits, guidé par Camille Flammarion et raconté par l'œil passionné de mon invité, Jonathan Ginet. Alors préparez-vous à lever les yeux vers l'infini, mais aussi à sonder les profondeurs de l'invisible. Jonathan Ginet, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir pour parler de Camille Flammarion sur votre radio. Toujours Merci un beaucoup. plaisir, moi je suis fan. Alors oui, on va donc commencer par présenter la vie de Camille et son implication dans l'astronomie populaire plus exactement, puisque Camille Flammarion s'inscrit dans la lignée de François Arago, qui a eu une grande influence sur le jeune Camille. Arago était en fait quelqu'un qui donnait des cours d'astronomie populaire, donc au plus grand nombre. Et Camille Flammarion va marcher sur ses pas et va magnifier l'astronomie populaire à tel point qu'il va créer, on pourrait dire, pratiquement un mouvement de société axé sur l'astronomie qui a touché un très très large public depuis les gens, on va dire, entre guillemets, à l'époque de la haute société, les aristocrates, les bourgeois, mais aussi les ouvriers, les gens humbles. Et c'est ça qui fait la force de Camille Flammarion. Alors c'est justement la question que je me demandais, c'est donc il est né en 1842 dans une famille qui est plutôt modeste. Alors Oui. comment est-ce qu'il a découvert finalement sa passion pour les étoiles? Comment ça lui est venu? Alors, écoutez, c'est grâce à une éclipse qu'il a observée à l'âge de 5 ans. Ça s'est passé le 9 octobre 1847. Sa maman, qui s'appelait Pauline Françoise, enfin Françoise Flammarion, a l'idée de remplir un seau d'eau, un petit seau en bois tout simplement, afin que la surface du récipient fasse refléter, fasse office de miroir, mais non dangereux, pour observer donc le soleil sans risque de se brûler les yeux, parce que l'observation Oui. solaire est très dangereuse.
Et donc, il va observer cette éclipse. C'est une éclipse annulaire. C'est quelque chose de très beau à observer. Imaginez, pour vous donner une image, tout à l'heure, on va le voir dans mon visuel, mais bon, pour que les auditeurs, auditrices, auditeurs imaginent, imaginez une alliance en or que vous passeriez dans le ciel, avec un ciel bleu. Bien entendu, quand l'éclipse, la lumière décroît progressivement, mais ça donne cette impression d'une alliance d'or dans le ciel. Vous voyez, Ouais. c'est Quelque chose de superbe. magique, ouais. Et voilà, et Camille, le jeune Camille qui a 5 ans à l'époque, et sa petite sœur Berthe, hein, c'est sa sœur cadette, observe le spectacle. Et Camille va être profondément, comment je pourrais dire, imprégné par cette vision. Et ça va déclencher sa passion pour les choses du ciel, pour l'astronomie. Donc Voilà. dès Et 5 ans, il ouais. observe, pardon. Donc dès 5 ans, quoi. Ah, dès 5 ans. Alors, c'est Ouais, un enfant prodige, hein. ouais, C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui sans doute un HPI. C'est-à-dire, c'est un enfant qui, déjà à l'âge de 6 ans, il lit parfaitement. Il lit en plus des livres qui sont plutôt faits pour des adultes. À l'âge de 8 ans, il va connaître le latin parfaitement, le grec. Donc, c'est quelqu'un qui a des grosses capacités intellectuelles. et Voilà. puis une soif de Il est, savoir. ils savent de savoir Ouais. inextinguible jusqu'à sa mort. Voilà, Mm. tout à fait. Alors, il y a un autre événement, c'est le 28 juillet 1851, à 9 ans, et cette fois-ci, il observe une éclipse totale de soleil, et ça achève, on va dire, sa vocation pour les choses du ciel, pour l'astronomie. Voilà. Alors, je vous propose peut-être de présenter justement mon visuel pour montrer aux auditrices et auditeurs un petit peu tout ça, parce que je pense que les images sont importantes pour parler de Flammarion, parce que là, on parle d'une époque qui est déjà loin de nous, Et enfin, oui, c'est ça. proche et c'est loin. Oui, Ah, c'est vous êtes ça. d'accord? Oui, Voilà. je pense qu'on est entre deux. On est encore, on est sur les prémices Entre quand deux. même du 20e, mais c'est vrai que après, ça dépend de l'âge Voilà. qu'on a, je pense aussi. Ça vous En fait, demandez? Camille, attendez, Camille est à l'intersection entre deux époques, hein. Bah Il est à oui, c'est ça. l'intersection entre le 19e siècle et entre le 20e, le début du 20e qu'il a vécu. Vous savez, il a vécu toutes les révolutions techniques et technologiques de son temps. Et en gros, il a connu la traction hippomobile, par exemple, pour se Ouais. déplacer d'une ville à l'autre. Il a connu l'arrivée du chemin de fer, qui a révolutionné les campagnes à l'époque. D'ailleurs, beaucoup étaient contre en disant, oh là là, ça va amener du monde et tout ça. Il a connu le développement des premiers aéroplanes. Lui-même était aérostier, alors c'est différent, hein. Il faisait du ballon, il avait fait 12 ascensions en ballon. Il s'est marié, d'ailleurs, quand il se marie en 1874 avec Sylvie, son voyage de noces, il effectue en ballon, en fait, en gros, de Paris à Spa en Belgique, donc 300, à peu près 320 kilomètres de Ah oui, quand distance, c'est même. pas rien, il Ouais. faut le savoir. Et il connaît le téléphone, il connaît la révolution de la machine à écrire, d'ailleurs qu'il refuse, hein. Tous ses livres sont écrits à la plume jusqu'à la fin de sa vie, hein. Donc, D'accord. il s'est jamais fait à la machine à écrire. Il faut dire aussi qu'à l'époque, elles étaient peut-être moins sophistiquées que par la suite, hein, Mm. voilà. Donc, c'est un homme qui vit d'une révolution. Il va connaître en plus, on passe de l'éclairage aux bougies à la lampe à pétrole, de la lampe à pétrole au gaz et au gaz à l'électricité. Donc, il a connu toute Ouais. l'évolution de l'éclairage dans les maisons. C'était révolutionnaire à l'époque, d'ailleurs, hein. Il faut quand même le dire, on s'éclairait beaucoup à la bougie et à la fin de sa vie, donc en 1925, là l'éclairage est enfin un peu partout, pas encore dans toute la France. Et quand je dis un peu partout, c'est surtout les grandes villes, les grands centres urbains, mais dans les villages et villes moyennes d'importance, on est encore à l'éclairage au gaz, voire encore à la lampe à pétrole. Donc ça s'est fait progressivement. Alors, je vous propose, alors là, on a le logo du centenaire, puisque la Société astronomique de France commémore le centenaire de la mort de notre fondateur, donc Camille. Il a fondé la Société astronomique de France en 1887, qui a été un grand réseau qui a réuni à la fois des astronomes institutionnels et des astronomes amateurs. Et en plus, des personnalités, par exemple des poètes comme Mistral, un aviateur comme Santos Dumont, on avait aussi le prince Bonaparte, etc. On a même des anarchistes. Donc Flammarion réunit au sein de la SAF un panel de personnes
qui sont en fait assez opposés dans la vie civile, mais qui se réunissent par leur amour de l'astronomie et par leur amour de répandre la connaissance au plus grand nombre. Ça, c'est le but de Flammarion. Il souhaite que le plus grand nombre puisse avoir accès à la culture, aux sciences, aux techniques librement. Voilà, sans avoir des barrières sociales comme il pouvait en avoir à l'époque. Alors, donc, j'ai appelé ce visuel de l'âme des étoiles et l'immortalité de l'âme, entre science, philosophie, métapsychique et romantisme. Effectivement, comme vous l'avez dit, Camille est un poète, mais avant d'être un poète, c'est d'abord un philosophe, en fait. Ça, j'ai découvert, d'ailleurs avec surprise, en dépouillant les archives de Camille, que c'est d'abord un philosophe, en fait. C'est un disciple de Schopenhauer, mine de D'accord. rien. Donc, un des plus grands philosophes du XIXe siècle, qui encore aujourd'hui a une certaine influence. Oui. C'est Ça, connaît j'ai passé par mon bac cœur. dessus. Alors, Ah bah alors voilà, donc Schopenhauer et Flammarion, c'est une grande histoire d'amour, si j'ose dire. Il y a aussi, il connaît très très bien les présocratiques, il connaît très bien Platon, la philosophie du 18e, du 17e, il a même lu des éléments de philosophie médiévale, de scolastique, ouais. etc. Donc c'est quelqu'un qui a des bases extrêmement solides et qui va écrire un livre qui n'a jamais été publié qui s'appelle La philosophie astronomique, et dans lequel il développe l'idée comment dire, il met en place un système qui est fait pour libérer l'homme de l'asservissement de l'ignorance. Voilà. C'est tout un système Ouais. complexe où il pense que l'astronomie aura pour mission dans le futur d'amener les âmes à la lumière, en quelque sorte. Et là, c'est le côté mystique de Flammarion en plus du philosophe. Ouais. C'est-à-dire, il ne se contente pas de faire de l'astronomie comme n'importe quel, on va dire, scientifique. À l'époque, on ne dit pas scientifique d'ailleurs, hein, on dit savant. Ouais. Le mot scientifique est venu plus tard. Donc, n'importe quel savant de cette époque, mais il rajoute cette notion de l'au-delà, de la mort. On verra ça dans le deuxième volet. Pourquoi? Parce que Flammarion, depuis sa prime jeunesse, se pose des questions sur ce qu'on devient. Voilà, sur l'au-delà, pourquoi nous mourons. Voilà. Parce qu'en fait, il a assisté, étant petit garçon, à Montigny-le-Roi, donc son lieu de naissance, hein, où il est né donc le 7 février 1842, donc à 1 heure du matin d'ailleurs. Et donc il demande à sa famille, et je crois que c'est à son papa, pourquoi nous mourons, pourquoi ce monsieur est décédé. Et son père lui répond évasivement. Alors ça le questionne et ça va toute sa vie le poursuivre. Voilà. Pourquoi nous mourons? À quoi ça sert de vivre C'est pour si nous mourir. devons mourir? Voilà, et Mm. tout laisser, ce qu'on aime, les gens qu'on aime, nos passions, nos objets, etc. À quoi bon tout ça? Voilà, Flammarion, ça l'obsède, je pourrais dire. C'est presque une pensée obsessionnelle chez lui. D'ailleurs, dans l'astronomie populaire, il va dire que l'astronomie doit pouvoir un jour résoudre l'énigme de la mort. Voilà, carrément. Donc c'est très, si vous voulez, c'est très différent de l'idée qu'on peut se faire de l'astronomie Ouais, aujourd'hui, c'est sûr. mais c'est pas fait que ça, parce que regardez Hubert Reeves en Oui, personne, c'est ce que j'allais dire, ouais. un jour, Hubert Mm. Reeves a dit un jour que les astrophysiciens vont peut-être, à force de remonter le temps, à force de se rapprocher du point zéro avant le Big Bang, peut-être de Dieu, et peut-être on pourra apporter des solutions à certaines énigmes fondamentales de l'humanité. Voilà. Donc même Hubert Reeves rejoint un peu Flammarion là-dessus, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à Ouais, m'interrompre, ça hein, marche. si vous avez, Non, bah, c'est passionnant. Moi, je il suis. faut, il faut me poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais passer de la seconde diapo. Alors, ça, c'est le porche d'entrée de sa résidence, son observatoire à Juvisy-sur-Orge, avec Ouais. sa devise Ad veritatem per scientiam, donc vers la vérité par la La science. science, Alors, ouais. je tiens aussi à dire qu'en latin, on ne dit pas scientiam. Le latin est une langue où les T se prononcent en Dur, dur. Vous ouais. voyez, Ouais, scientiam, je vois bien, on ouais. dit J'ai fait pas du latin. scientiam.
Voilà, parce que j'entends souvent scientiam, donc je le dis pour tout le monde, ad veritatem per scientiam. Donc ça, c'est la devise que Flammarion pose sur son observatoire. Ça demeure, on appelle le château des étoiles d'ailleurs. Et voilà, alors ça, c'est une peinture, une aquarelle de Lucien Rudeau, qui vient du Fonds Flammarion de la Société astronomique de France. Et il est membre de la SAF. Et donc ce monsieur va illustrer pas mal de choses pour Flammarion, dont ici cette aquarelle avec un globe de Mars et des livres au premier plan. Voilà. Alors ici, nous avons le château des étoiles tel qu'il est aujourd'hui. Donc il n'a pas trop changé. A été restauré avec le concours de la SAF, de la municipalité et des amis de Camille Flammarion, qui est une association à part, le dôme et la terrasse pour permettre à nouveau l'observation astronomique. Donc l'Association de France ouvre de temps en temps les portes pour faire des observations de groupe avec des étudiants, avec des scolaires, avec du public intéressé, avec des amateurs, etc. Vous voyez, c'est un. Alors, il faut savoir que ce bâtiment était à la base un relais de chasse D'accord. qui a été érigé en 1732. Il y a eu une donation de la part d'un admirateur de Camille Flammarion qui était vigneron dans le Bordelais. Ce monsieur s'appelait Louis-Eugène Méret et il aime tellement Flammarion qu'il lui fait donation de cette propriété qui, à l'origine, ne comporte pas la tour néo-médiévale, ne comporte pas les Shoghettes telle qu'elle est là. Et Flammarion va l'accepter avec grand bonheur puisqu'il a besoin de créer un observatoire privé pour l'ouvrir à toute personne qui voudra bien le seconder, qui voudra voir les étoiles avec lui. Alors, il avait lancé d'ailleurs ce vœu dans l'astronomie populaire et grâce à Monsieur Méret, le vœu est réalisé. Voilà. Alors il faut savoir qu'à Juvisy va venir tout le Gotha de France, parisien et hors Paris. Il va recevoir Pierre et Marie Curie, par exemple. Il va recevoir comment il s'appelait, le musicien Camille Saint-Saëns, qui devient un ami intime. Hein. Ils sont très très amis. En plus, ce qui est beau, c'est que Camille Saint-Saëns est un athée, il ne croit absolument pas aux phénomènes paranormaux, à la vie après la mort. Lui, il pense qu'il n'y a rien après la mort. Et ils sont quand même amis, vous voyez, c'est ça Ouais, qui c'est est ça. magnifique. Bah, ils trouvent d'autres Et points de ils rapprochement. échangent. Ah oui, complètement. Et puis ils échangent sans arrêt sur l'astronomie. En fait, Camille Saint-Saëns admire beaucoup Camille et vice-versa. Et il faut pas oublier Victor Hugo également. Il faut Ouais. savoir que Victor Hugo et Camille ont aussi une grande amitié. Hugo va acheter une lunette astronomique chez Secrétan et il va observer le ciel depuis son exil. À Jersey, hein. euh, voilà, à Jersey. Donc il n'a pas fait que tourner les tables, il a fait aussi de l'astronomie. Et dans un de ses livres, Flammarion, si je ne me trompe pas, c'est dans Rêves étoilés, on a un chapitre à la fin sur Victor Hugo, où il célèbre le Victor Hugo astronome qui est son ami. Voilà, et donc ils ont beaucoup d'échanges, et bien entendu, sur la vie après la mort. Alors là, voilà la famille de Camille. On a de droite à gauche, donc Camille ici, donc jeune homme. On a au centre son papa, donc Jules. On a sa maman, donc Françoise, sa sœur cadette Berthe et son frère cadet qui va devenir le fameux éditeur Flammarion, Ernest Flammarion. Voilà. Et en fait, cette famille est très unie. Et j'ai oublié Marie, la petite Marie, qui elle va naître donc dans la capitale après le départ de la famille de Montigny-le-Roi. Alors, Montigny-le-Roi, c'est un tout petit village de la Haute-Marne où est issue donc la famille. Il faut savoir qu'encore de nos jours, il y a beaucoup de Flammarions qui habitent là-bas. Et là, nous organisons avec la SAF, c'est très bientôt, un symposium Camille Flammarion, donc à Montigny, sur le lieu de sa naissance, où je vais avoir le bonheur de rencontrer des descendants de la famille du côté d'Ernest, puisque Camille et ses deux femmes, donc la première Sylvie et la seconde Gabrielle, il n'a pas eu d'enfants. Et c'est Ernest qui a eu des enfants, donc qui a pu continuer la La famille. lignée. Donc c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire de pouvoir rencontrer des Flammarions encore aujourd'hui. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM
l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers, nous parlons toujours Camille Flammarion avec le passionnant spécialiste Jonathan Ginet. La maison natale, qui existe toujours hein, à Montigny-le-Roi, qui est habitée, hein, c'est une maison privée, mais elle est toujours là avec une plaque commémorant la naissance des deux frères, Camille et Ernest. Donc c'est l'arrondissement de Langres. Là, une autre vue, vous voyez, c'est une maison tout à fait, comment dire, humble, hein, c'est pas Ouais, une maison cossue, hein, c'est une maison rurale, en fait, comme il y en a beaucoup à l'époque. D'ailleurs, ils ont connu des vaches maigres, hein. Il faut savoir que les parents sont à l'origine des vignerons. Eux, ils ont des vignes, mais ils sont ruinés. d'accord. Après, ils vont ouvrir un commerce de mercerie. Et malheureusement, ils sont mal influencés on va dire, par un homme qui est malhonnête. Et le père va essayer de travailler dans une tuilerie en étant co-associé avec cette personne. Mais cette personne a des dettes énormes, ce qu'il a caché au père de Camille et d'Ernest. Et ça va ruiner la famille. Ils vont se retrouver avec des dettes énormes. Donc cet homme, en plus, il disparaît dans la nature. On ne sait pas qu'est-ce qu'il devient. Et la famille, alors là, pour le coup, elle est ruinée. Et donc, ils sont obligés de partir de Montigny-le-Roi et d'aller sur Paris, comme on va le voir tout à l'heure. Donc là, j'en ai Ouais, parlé, je vais quel le passer parcours. à quel parcours? Alors, je vais vous passer ça, je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est l'éclipse annulaire. Vous voyez, l'anneau, ça Oui, fait comme une or. Ça, c'est une véritable photo, hein, donc d'une éclipse annulaire. Donc, on l'a vu. Ça, c'est celle de 1851 qui avait été, en plus, ça a été l'occasion d'avoir le premier daguerréotype, donc en date du 28 juillet 1851. Donc, une photographie d'éclipse, ça n'avait jamais été fait. Alors, donc, le 19e siècle, d'ailleurs, va connaître un épanouissement de l'art photographique et grâce à l'astronomie au départ, hein. L'astronomie a permis l'accélération de la photographie comme technique. Voilà. Alors, Flammarion aussi, sur le plateau de Langres, eh bien, il se promène, il adore la nature et il va se faire une petite collection de fossiles. Il faut aussi savoir que Flammarion a de grandes connaissances en paléontologie et avant de devenir astronome, il a failli devenir paléontologue, hein. Et vous savez, parrainé par qui? Ben, il aurait été parrainé par Louis Pasteur en personne, qui avait remarqué ce jeune homme brillant. Et comme Pasteur avait des relations au Muséum d'histoire naturelle, il voulait le présenter pour qu'il embrasse une carrière de paléontologue. À l'époque, c'était une jeune science. Et aujourd'hui, on reconnaît à juste titre l'apport de ces femmes qui ont posé les bases de la paléontologie. Voilà. Ici, on est en 1857, donc Camille il a 15 ans, et il va écrire sa Cosmographie universelle, étude du monde primitif, histoire physique du globe. C'est un document qui fait plus de 800 pages. waouh. Alors là, Camille tombe malade suite à ça, parce que ça, déjà à l'époque, il travaille. Il faut savoir qu'il travaille comme apprenti graveur ciseleur. Dis-moi qu'il avait commencé par la Voilà, il gravure, est hein. graveur ciseleur. D'ailleurs, on a dans les archives de la SAF des documents. Il savait très bien dessiner hein, des épreuves de Camille à cette époque-là qui sont superbes. Pourquoi Camille fait cette cosmographie universelle? Parce que c'est un grand aussi admirateur d'un naturaliste qui était très connu à l'époque. Il s'appelle Alexander von Humboldt, qui est allemand, d'origine allemande, et qui écrit à l'époque, donc c'est là on est à la mi-19e siècle, un livre qui s'appelle Cosmos, en plusieurs volumes et qui est censé être une sorte euh, de livre encyclopédique qui recouvre tout le savoir scientifique de son temps, dont Humboldt a été un acteur, puisque c'était quelqu'un qui est allé en Amérique du Sud, et il a recensé des centaines d'espèces végétales, animales, etc. Voilà, et donc Flammarion, c'est un admirateur de cet homme-là. Il admire aussi, bien entendu, Georges Cuvier, un de nos grands zoologues et paléontologue quelque part, puisqu'il va s'intéresser aussi aux fossiles. Et donc notre Flammarion, il est épuisé suite à ce travail, il tombe malade
Et il va être remarqué par ce médecin. Ce médecin va dire, mais cet homme est ce jeune homme est extraordinaire parce qu'il n'avait jamais vu un jeune aussi impliqué Mm. dans l'écriture et qui connaissait déjà tant de choses. Voilà. De 1858 à 1862, il rentre à l'Observatoire impérial de Paris, comme on disait à l'époque, d'abord comme élève astronome, puis comme calculateur au bureau des longitudes. Alors, le problème, il faut savoir que c'est un travail qui est très difficile, c'est pas que difficile, il est répétitif. Et Flammarion, lui, il rêve d'observer l'univers, le cosmos, et pas que faire des relevés astronomiques pour déterminer l'heure à la lunette méridienne. Donc ça m'ennuie. Beaucoup, vous voyez, j'ai mis une Mm. image, une illustration d'époque. Vous voyez, on est dans une fosse et on attend le passage des étoiles au méridien. Et là, on note l'heure précise et ça permettait à l'époque de déterminer le temps avec précision, puisqu'à l'époque, bien entendu, on n'avait pas d'horloge atomique, etc. Et c'est comme ceci qu'on déterminait le temps. L'astronomie avait donc aidé à établir le temps qui s'écoule, si vous voulez, et de donner des étalons. Voilà. On dit souvent que c'est un poète, mais c'est pas qu'un poète, hein. Il maîtrisait très très bien les mathématiques. Il faut savoir qu'il a eu ces deux Bachot, on disait le Bachot à l'époque, le Bachot S-lettres et le Bachot S-sciences, qui était quand même d'un très bon niveau en son temps. Et donc, il maîtrise le calcul différentiel, il est capable de calculer les orbites des planètes sans aucun problème, ou des équations de temps et tout ça. Donc là, je vous montre ça pour montrer que c'est pas une légende, c'est vrai. C'est Camille maîtrise bien l'outil mathématique de son époque et à son niveau. Une gravure qui est dans L'Humaine, qui est un roman philosophique de Flammarion, en partie autobiographique, en partie, hein. Et là, on voit ce qui tombe amoureux de cette pendule, de cette femme, Uranie, et Le Verrier le surprend et va dire à Camille, Monsieur, vous êtes payé pour être élève, non, pour être calculateur au bureau des longitudes, vous n'êtes pas payé pour rêvasser sur Uranie. Donc là, c'est le premier heurt avec Le Verrier. Alors, il faut savoir que Urbain Le Verrier, c'est un grand savant, hein. C'est quelqu'un de très très grand, mais il est épouvantable. Il a un caractère très très intolérant. Il ne supporte pas la concurrence. À son époque, lorsqu'il était directeur de l'Observatoire impérial, il y a beaucoup de démissions parce que les astronomes se plaignent de son tempérament, de ses sauts d'humeur, de sa jalousie aussi, on peut le dire. Mais enfin, il n'y a pas de quoi parce que c'était quand même les astronomes qui l'employaient n'avaient pas son niveau, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on parlerait de harcèlement, vous voyez, aujourd'hui, Ouais. on parlerait de Pour harcèlement. remettre un peu les Et choses dans le pourtant, contexte actuel. voilà, oui, c'est pour vous donner une idée. Mm. Et pourtant, c'est un très grand bonhomme, Mm. puisqu'il va découvrir en septembre 1846, rien que par le calcul, la planète Neptune. Donc c'est pas rien, c'est lui Mm. le camp de Neptune. Seulement, il est tellement intolérant avec la nouvelle astronomie qui se dote de lunettes, puisque la lunette astronomique est inventée, on pense, en Hollande par un certain Lippershey au début du XVIe siècle. Et donc, ce monsieur Le Verrier refuse de mettre l'œil à l'oculaire et d'observer les planètes, d'observer la Lune, etc., parce qu'il trouve que ça sert à rien. Ils observent, c'est bien beau, mais ils font pas de calcul. Donc, il est tellement donc réfractaire à l'astronomie d'observation qu'il va demander en Allemagne à l'astronome Johann Gall de vérifier sa découverte par l'observation effectivement astronomique. Et Gall va comment dire, confirmer la découverte. Et on a aussi en Angleterre, de manière complètement indépendante, Couch Adams, qui est un astronome britannique, qui lui aussi va découvrir Neptune, pratiquement en même temps. Et Flammarion, d'ailleurs, lui rend hommage dans l'astronomie populaire. Il faut reconnaître à Le Verrier son génie. D'ailleurs, dans la salle des astronomes à Juvisy-sur-Orge, il y a le nom de Le Verrier, comme quoi il n'est pas rancunier quand même. Enfin, entre guillemets, parce que vous savez que quand Flammarion va être très très connu, il va demander je crois qu'il demande à l'empereur, à Napoléon III, qui est encore sur le trône de France à l'époque, l'éviction de Le Verrier, hein. Il va quand même lui demander ça. Donc il a un peu la dent longue, voilà. C'est-à-dire la dent dure, pardon. C'est-à-dire qu'il lui en a vraiment voulu, hein. Mais bon, on peut le comprendre aussi. Alors Camille Flammarion ici, il a l'âge de 20 ans.
il va publier en premier un livre qui n'est pas un livre d'astronomie, qui est Les habitants de l'autre monde, Révélation d'outre-tombe, donc publié en 1862. C'est vraiment sa première publication, c'est un livret. Et là, il relate les expériences qu'il a eues en table tournante avec une médium qui s'appelait Mademoiselle Huet. Voilà, qui était connue à cette époque-là. Alors, en fait, les messages contenus dans ce livre par les âmes désincarnées sont des messages souvent qui relatent, qui citent la Bible, qui citent les évangiles, des messages d'amour. On a aussi beaucoup d'anonymes, d'esprits anonymes. C'est pas comme après, il y a beaucoup d'esprits connus, Galilée, Ouais. etc., euh, avec qui il va converser. Il y a pas, par exemple, je sais pas, des pharaons égyptiens, etc. On a des gens un peu inconnus qui se manifestent là. Voilà. Alors bien sûr, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose. 1862, alors ça c'est le livre qui va le faire vraiment connaître, La pluralité des mondes habités, qui va publier au départ à compte d'auteur et qui va avoir un grand succès. Alors, ça serait ce livre qui aurait provoqué, on pense, l'éviction de Flammarion de son poste à l'Observatoire de Paris, où donc il est tout de suite convoqué par Le Verrier. Et donc, il aurait congédié Flammarion à cause de ce livre. Mais on ne sait pas bien la cause. Ça, c'est une piste. Il y a une autre piste qui dit aussi qu'il aurait été congédié parce qu'en fait, Flammarion était rêvé, quoi, au lieu de travailler à son poste de calculateur, et donc n'aurait pas, comme on dirait aujourd'hui, fait l'affaire dans son poste, et donc aurait perdu son emploi. Il y a aussi autre chose, c'est que Le Verrier savait que Flammarion faisait tourner les tables. Ouais. Donc, il est possible aussi que c'était mal vu, mais on manque de documents pour l'affirmer. Ce sont des hypothèses. Voilà. D'accord. Hypothèse raisonnable. Alors, vous voyez, il avait publié à l'époque une carte de Mars, et là à droite, on a une photo de Mars faite avec un instrument amateur, mais d'un bon diamètre, qui a été fait par Damien Pêche. Et vous voyez Mm. la carte de Flammarion à gauche et Ouais, à ouais. droite, C'est pas mal. c'est semblable, hein. Ouais. On a le Y inversé, c'est ce qu'on appelle la grande Syrte, Syrtis Major. Donc, on a la calotte de glace, etc. Donc, vous voyez, Flammarion Mm. ici a été assez sobre. Il a proposé donc une carte de Mars qui est bien, mais vous remarquerez, il y a une différence quand même, c'est qu'il a représenté la Terre et Mars du même diamètre, alors qu'en fait, Ouais. Mars est plus petit. Mars, ça fait à peu près 6 900 km de diamètre, donc notre Terre 12 400, bon, j'arrondis. Et il a fait exprès, en fait. C'est-à-dire que Camille, alors, c'est un grand passionné de Mars. Et c'est un très grand défenseur de ce qu'on appelait la théorie des canaux. Donc, on pensait à l'époque qu'il y avait une civilisation qui se mourait, très avancée par rapport à nous, et qui peut-être allait nous rendre visite. Voilà. D'accord. Et Flammarion défend cette idée très longtemps, avec beaucoup d'autres astronomes de l'époque. On va voir ça tout à l'heure. Donc, la planète des mondes habités a tellement de succès qu'elle est ici éditée en poche. C'est un petit format, ça, hein, c'est tout petit, ça doit faire, je crois, 9 cm de haut Ah à oui, peu près. d'accord. Oui, bah, je l'ai là-haut, là. C'est un petit livre de poche. Alors, il a été fait dans ce format-là pour que les dames puissent le mettre dans leur Ouais, c'est sac. ce que j'allais Voilà. vous dire. Il y a sûrement une histoire de sac à main derrière. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Parce qu'il a Comme quoi, beaucoup de rien ne lectrices, hein. change. Voilà. Camille a beaucoup de lectrices, hein, Mm. d'admiratrices qui le lisent, hein, et le suivent. Et donc, cette édition a été faite spécialement pour les dames. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers, nous parlons toujours Camille Flammarion avec le passionnant spécialiste Jonathan Ginet. Il parle ici encore de la possibilité d'une vie intelligente dans l'univers, mais il est très moderne puisqu'il va dire que la vie va s'adapter
en tenant compte de la gravitation d'une planète, etc., de ses conditions atmosphériques. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, on nous parle beaucoup aujourd'hui, c'est Elon Musk. Alors c'est bien parce qu'il est idéaliste puisqu'il veut qu'on aille sur Mars. Mais il y a beaucoup de blabla là-dedans. Je vais vous dire pourquoi. On a une barrière physiologique, et ça on l'oublie trop souvent, ce que Flammarion nous explique ici, c'est-à-dire que le corps humain n'est pas fait pour de longs voyages dans l'espace, parce que on a nos os qui s'allongent, qui se fragilisent, on a des problèmes très très rapidement dans notre cerveau, dans le sang, etc. Donc on est quand même intimement lié à notre planète, et le fait de vivre sur une planète comme Mars, où la gravité est inférieure à la nôtre, où il n'y a pas les mêmes conditions d'habitabilité, pour nous, ça serait pas possible en fait. Il faudrait avoir une station à la limite orbitale autour de la planète avec des conditions qui nous permettent de créer une gravité artificielle. Vous voyez, comme la roue Ouais, de Von Braun dans 2001 Odysseille de l'espace, cette roue qui tourne comme ouais, ça et qui permet d'avoir la gravité. Alors ça, on l'a jamais fait parce que on se heurte à des problèmes technologiques encore aujourd'hui. C'est très difficile à réaliser. Et donc tout ça pour vous dire que c'est pas pour demain, à mon avis, qu'on va aller habiter sur Mars, malheureusement. Et alors sur la Lune, c'est pareil. Bien sûr, on pourra faire des bases et ça, mais il faudra qu'il y ait des roulements avec le personnel, ouais. oui, avec les personnels sur place, parce qu'ils auront des gros problèmes, hein. Donc, s'il y a ce problème-là dont on parle peu, et pourtant qui est au centre du problème du voyage dans l'espace pour nous, les humains. Donc, Camille Flammarion nous indique dans ce document que les formes de vie ailleurs, sur d'autres planètes, peuvent être de différentes natures en fonction de la gravitation de la planète, des conditions atmosphériques, etc. Alors, on est en 1880, paraît le livre fondamental de Camille Flammarion, qui est l'astronomie populaire, qui va connaître un immense succès. Et c'est la pierre de fondation de sa vie, en quelque sorte. Il y a un avant et un après l'astronomie populaire. Donc, ce livre-là va connaître une fortune sans précédent. Il va être tiré, alors à la fin de sa vie, en 1925, à plus de 130 000 exemplaires, ce qui est énorme. Ouais, Il est couronné par l'Académie française, il reçoit le prix Monthyon. Alors là, on a les exemplaires d'origine. Le d'accord. bleu, là, la percaline bleue, c'est la première version. On a également le vert, là, ici. Et on a la version beaucoup plus connue, qui est la version, celle-ci, qui est en rouge, En rouge, ouais. avec percaline bleue, etc., qui est superbe. Donc ce livre-là va connaître ce succès qui va permettre à Flammarion de créer la SAF, de bénéficier comment je pourrais dire, d'un soutien populaire sans précédent, que n'a pas connu François Arago d'ailleurs. Là, vous avez ici le frontispice dans l'édition de 1880 avec l'Observatoire. Ça a même été fait en fascicules, comme ici. Alors ça, c'est des fascicules reliés en deux volumes. Pourquoi des fascicules? Parce que le frère Ernest, le frère de Camille, Ernest Flammarion, a l'idée de permettre donc au plus grand nombre aussi d'accéder au livre, et donc vend des fascicules qui doivent coûter, je crois, 4 à 5 centimes ou 6 centimes, c'est 6 centimes, je crois. Et ça permet donc aux plus humbles d'avoir accès aux connaissances et ne pas les réserver donc à des gens qui achètent des livres à 3 4 francs. Alors Je vais vous justement, qu'est-ce présenter qu'il un y a de si particulier dans son style pour séduire? C'est quoi son truc pour séduire à la fois les érudits et le grand peu. public? Ah, C'est sa plume. C'est sa plume, c'est son regard optimiste sur le monde. Il interpelle beaucoup le lecteur. Par exemple, il va dire, il est invraisemblable que vous ne sachiez pas où vous habitez. Vous connaissez par exemple vos voisins, vous connaissez la rue de votre maison, les rues adjacentes, etc. Et comment se fait-il que personne ne connaît la proche banlieue de la Terre? Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas votre place dans l'univers? Donc il commence comme ça, il interpelle les gens. Alors ça plaît, hein. Et en même temps, il a ce langage très, comme vous disiez, très poétique, presque alambiqué, on dirait aujourd'hui, de Camille pour présenter des notions difficiles qu'il arrive à vulgariser. En fait, c'est un maître vulgarisateur.
On peut même dire, je pense que c'est le plus grand vulgarisateur de science encore jusqu'à aujourd'hui. Après lui, il y a eu Carl Sagan aux États-Unis dans les années 80, qui a écrit Cosmos. D'ailleurs, Sagan était un grand admirateur aussi de Camille Flammarion. On peut dire qu'il a un peu imité Flammarion d'ailleurs. Et après Hubert Reeves en France, et il y en a d'autres, hein. Et il ne doit son succès qu'à sa plume et qu'à son livre. Voilà. Et il va être traduit en 12 langues. À l'époque, c'est révolutionnaire. Il emploie les premières photos. Ici à droite, une éclipse de lune, qui est dans l'édition d'ailleurs, je crois, originale, sous une autre forme d'ailleurs, et beaucoup de gravures. Parce que il veut faire rêver son public. Ouais, ils À ont la besoin de fois, voir. et Flammarion a l'idée d'utiliser l'image à grande échelle. Alors avant lui, pour être honnête, il y a eu Amédée Guillemin, qui est le trait d'union entre l'Arago et Flammarion, qui avait sorti un livre qui s'appelait Le Ciel, un gros pavé également, avec des images également et des photos. Non, des dessins, pardon, il n'y a pas de photos, hein. Ce sont des gravures, des aquarelles. Et il a un texte, mais son texte est beaucoup plus académique. Donc, son livre a eu du succès, hein. Mais son style est différent, Mm, un peu universel, mais il lui manque le talent de Flammarion. Il n'a pas la plume à Flammarion. Ce que mm. Flammarion, sa force, c'est sa plume. Et lui, il arrive à capter le public, à le faire rêver. En fait, quand vous lisez un livre de Flammarion, on a l'impression d'être plus intelligent après. Voilà. Et on a acquis des tas de connaissances assez facilement grâce à sa plume. Voilà, ça c'est très important. Il sait vulgariser la science. En 55, on a encore une édition de l'Astronomie populaire. Alors là, il est mort en 26. C'est Gabriel, sa femme, qui tient à faire cette édition de 55. Voilà, donc encore en 55, le nom de Flammarion, c'est encore très connu. Et le livre se vend plutôt pas mal. Et par contre, il n'aura pas quand même le même impact que la première astronomie populaire de son époque. Parce qu'en 55, bon, bah, l'astronomie a beaucoup avancé, il y en a beaucoup, on a beaucoup de chercheurs, etc. Il y a beaucoup de livres. En France, on a par exemple Pierre Rousseau, qui est une bonne plume aussi, qui a écrit beaucoup de livres sur la Lune, sur le système solaire, sur les sciences, etc. Voilà. Alors, on a ici des rééditions plus récentes, 77, mises à jour par l'astrophysicien Jean-Claude Pecker. Donc, on a à la fin un cahier où il explique un peu ce qui est caduc et ce qui est toujours d'actualité dans son livre. Encore une autre version là, qui a été refondue totalement. Alors celle-ci a fait un flop, hein. Ah, Ça n'a pas été très bien vendu parce que c'est trop austère. Alors là, on perd un peu l'astronomie populaire. On rentre plutôt dans une astronomie euh, à la fois professionnelle et à la fois amateur aguerri, ce qui fait un lecteur néophyte en astronomie va vite décrocher avec un livre comme ça. Donc ça n'a pas eu de succès. Alors, en 2004, on réédite encore l'Astronomie populaire chez Flammarion en volume, en coffret, en poche, dans la mm. collection Champ Flammarion. Et cette année, pour le 150e anniversaire des éditions Flammarion, ils ont ressorti encore l'Astronomie populaire tome 1, tome 2. Voilà. Donc, qui est toujours le même texte. Mais moi, je vous conseille, vous qui m'écoutez aujourd'hui, plutôt que d'acheter une réédition, parce que le problème des rééditions, vous savez, de nos jours, on fait un offset. C'est de l'offset hein, au niveau de l'imprimerie, et c'est très mauvais pour avoir les gravures bien rendues. C'est trop lumineux, ça aplatit les effets de relief de la gravure. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur eBay, d'aller sur Amazon ou autre, et d'acheter un volume d'origine. Vous savez que vous les trouvez pas chers, hein. Vous pouvez les trouver, un volume d'origine de Flammarion, la Populaire, à partir de 30 euros. Ouais. Alors bien sûr, les beaux ouvrages là, que je vous ai montrés en percaline, ça coûte entre 100 et 180, des fois 80, mais vous pouvez avoir les mêmes éditions en format de l'époque populaire, c'est-à-dire vous n'aurez pas la belle couverture, mais vous aurez tout le contenu idem, hein. Donc ça vaut le coup que vous Mm. achetiez les originaux à 30 euros pour avoir les gravures dans l'état, parce qu'elles sont tellement belles, parce que ces éditions-là, c'est bien, mais au niveau rendu, ça vaut rien, hein. Je vous le dis franchement, alors je vais me faire taper sous les doigts, mais on a ici une prêtresse, une druidesse gauloise qui regarde le ciel et qui essaye de tirer des conceptions sur la mort, sur la vie, parce que Flammarion s'est beaucoup intéressé à l'astronomie des Gaulois, Mm. chez les Celtes. D'ailleurs, j'avais donné une conférence en début d'année sur une chaîne, et Flammarion aussi a donné déjà
allons sur ce sujet qui est méconnu. Vous savez que les Gaulois avaient une religion astronomique, en fait, hein. Sur leur monnaie, les Mm. monnayages gaulois qui sont superbes représentent souvent des constellations et des concepts astronomiques. Et ils pensaient d'ailleurs que lorsqu'on mourait, il croyait à la métempsychose, hein, la réincarnation, et il pensait qu'on se réincarnait sur d'autres planètes également. Mm. Ça va beaucoup plaire à Flammarion, d'ailleurs, cet Oui, aspect-là. j'imagine. Et Alan Kardec aussi, Oui. mais ça j'y reviendrai. Donc si on a Vénus qui présente des phases, alors là c'est tout nouveau, hein, parce que personne n'a jamais vu ça dans un livre d'astronomie. Attendez, à part Amélie Guilhem, il faut que je sois juste. Mais comme Flammarion a une énorme diffusion, tout le monde voit que Vénus a des phases comme la Lune, donc c'est une planète. Alors ça, c'est Mars. Alors ça, Mars, c'est le grand cheval de bataille de Camille. Alors là, il explique aussi, ça c'est tout à fait nouveau, d'où viennent les étoiles filantes. Les étoiles filantes que tout un chacun voit depuis des siècles Ouais, l'été jusqu'à nos surtout. jours. Voilà, l'été, avec les Perséides. Ouais. Et donc, il explique bien la provenance des étoiles filantes, c'est-à-dire, c'est lorsque l'orbite de la Terre croise l'orbite d'une comète. Et donc, la comète, sur son orbite, va laisser des tas de poussière. Et quand l'orbite de la Terre recroise justement l'orbite de la comète, on a de la poussière qui tombe sur la Terre et qui se sublime dans l'atmosphère, d'où ces traînées lumineuses furtives qui sont toujours très belles à voir Ouais. et qui ne lassent pas le public. Et là, on a son deuxième livre qui se veut un guide. Alors ça, c'est un livre fabuleux qui est toujours utile pour les astronomes amateurs parce que ça n'a pas trop changé. Les étoiles et les curiosités du ciel, où Flammarion propose aux lecteurs de l'astronomie populaire un autre livre qui va leur permettre, avec un instrument ou à l'œil nu, d'observer le ciel à leur tour. Voilà. Et là, Flammarion fait sortir, et ça c'est nouveau, l'astronomie des observatoires pour la répandre partout. Voilà, en France, etc. On l'appelle d'ailleurs l'apôtre de l'astronomie, l'apôtre d'Uranie. C'est presque un sacerdoce religieux chez lui, hein. Voilà. Et là, on a ici au centre je crois que c'est un phototype qui montre la nébuleuse d'Orion Messier 42 telle qu'on la voyait aujourd'hui. À droite, des étoiles colorées. Alors ça plaît beaucoup au grand public parce qu'ils ne savaient pas que les étoiles avaient des couleurs. Oui, bah oui. On a des étoiles de couleur jaune, de couleur bleue, de couleur rouge, et qui sont bien visibles au télescope, aux lunettes. Et ça va plaire, et ça va donner envie au public de faire de l'astronomie. C'est ça qui est extraordinaire. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers, nous parlons toujours Camille Flammarion avec le passionnant spécialiste Jonathan Ginet. Mais donc, on peut encore l'acheter aujourd'hui, je le répète. Ne vous en privez pas, plutôt que d'acheter la réédition. C'est mieux d'avoir l'original avec les belles gravures. Voilà. Il a sorti en 1884 Les Terres du ciel, dont voici plusieurs versions, qui sont. Alors là, on a l'astronomie populaire qui vulgarise l'astronomie. On a les étoiles du ciel qui permettent au public d'accéder au ciel. Ça, c'est Ouais, c'est extraordinaire. nouveau. Et Ouais. on a les terres du ciel qui permet à tout un chacun de savoir qu'est-ce qui se passe sur ces mondes, ce qu'on en sait, c'est-à-dire les planètes du système solaire. Et là, c'est un ouvrage tout à fait novateur, avec des images magnifiques, comme on voit Ah ici. oui. En haut, Saturne. Parce que je fais de l'astronomie de manière un peu expérimentale, c'est-à-dire je suis en train de créer un observatoire privé, hein, qui est entièrement tourné vers le 19e siècle et qui utilise les instruments de l'époque, si vous voulez, parce que j'essaye de retrouver leurs gestes, de retrouver un peu les images qu'ils pouvaient avoir à l'époque, parce que ça me passionne, hein. C'est pas que je suis passéiste, hein, j'ai aussi les instruments modernes, j'ai un Célestron comme tout le monde, Ouais. enfin comme beaucoup d'amateurs confirmés, mais je suis un passionné et donc j'essaye de retrouver Cette émotion. vraiment comment. Voilà, voilà. Et c'est très beau, hein. Alors, développement des canaux martiens. Alors, avez-vous entendu parler de l'affaire des canaux?
Alors, les canaux martiens, c'est pour ça qu'on parle des martiens en ufologie, entre parenthèses, hein. Oui. Enfin, en ufologie, c'est pas en ufologie, c'est dans la presse qui se moquait. Vous savez, j'ai écrit 4 livres sur la vague de 54 grâce aux archives de Jean Sider. Et donc, j'ai vu à de nombreuses reprises les journalistes parler de martiens. Idem pour les témoins. Alors, pourquoi on parle de martiens? Parce que on a encore l'idée, à l'époque, on est en 54, donc c'est encore proche, que Mars est habité et que finalement, euh, il y a certainement une civilisation qui se meurt par manque d'eau. Et c'est Schiaparelli sur la gauche de ma photo qui va observer les canaux en question, qui sont des formes rectilignes, on va les voir tout à l'heure, et qui va parler en italien de canale. Alors en fait, canale, ça ne veut pas dire canot, on l'a mal traduit, c'est plutôt l'idée de chenot aquatique. Et ça frappe l'imagination, les canaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a de grands chantiers industriels et techniques qui sont le canal de Suez et le canal de Panama. Ce sont des entreprises énormes pour l'époque. On a comparé ça à l'entreprise d'aller sur la Lune, pour vous dire que Oui. c'était quelque chose d'énorme. Et donc, on a les canaux martiens, ça parle tout de suite à tout le monde. Alors, en préambule, c'est le père Angelo Cecchi qui va lui aussi observer en 1858 les fameux canaux. Alors lui, c'est un prêtre qui est donc astronome. Il y a beaucoup de prêtres astronomes, hein, Mm. cela étant dit. Et donc, lui, il est observateur du Vatican et il voit ces fameuses bandes martiennes qui lui posent question. Alors lui, il va se demander aussi qu'est-ce que c'est ces filaments qu'ils observent à la surface de Mars, qui n'avaient pas été observés auparavant d'ailleurs. C'est ça qui est curieux. Et Flammarion reçoit à Juvisy en 1907, là c'est une photo d'époque que j'ai colorisée pour que ça soit plus sympathique, en compagnie de Percival Lowell, qui lui est le grand astronome américain qui va étudier toute sa vie Mars et ses canaux et qui va peut-être aller un peu loin, puisqu'il va dire que lui va dire toute une théorie sur la civilisation martienne en question. Euh, voilà. Alors Flammarion n'aimait pas l'idée que certains écrivains rejetaient l'idée que d'autres planètes pourraient héberger des formes de vie différentes de celles sur la Terre, ou qu'il les décrivait comme étant trop similaires à nous. Ces idées sur les possibles formes de vie végétale et animale sur Mars ont beaucoup fasciné les gens à l'époque, y compris les sphères intellectuelles et les scientifiques. Il imagine communiquer par la lumière. Alors il dit, Flammarion, il faudrait prendre un grand champ qui soient en friche et de déposer des lumières, mais des lumières pour former des lettres. Il parle d'environ, mais c'est un truc énorme. Imaginez des lumières les unes à côté des autres sur 100 mètres, par exemple, pour former des lettres, pour que les astronomes présumés de Mars puissent à leur Wow. tour voir le message sur la Terre et pour voir, pour qu'ils comprennent qu'il y a une intelligence également sur la Terre. Vous voyez, ça va loin. Ouais. Et après, sur les ondes radio. Alors, les ondes radio, il y a une petite anecdote intéressante. Vous savez que Nikola Tesla, qui est quand même très connu, hein, Mm. par contre, avait affirmé avoir reçu des signaux de Mars comment dire, par la radio. Mais il n'est pas le seul, hein. Marconi, c'est pareil. Marconi va recevoir aussi des... Alors, il ne dit pas que ça vient de Mars, hein, mais il reçoit des messages un peu inconnus. Alors, à l'époque, c'est intéressant parce que la radio n'était pas encore très répandue. Et les pionniers ont reçu effectivement des communications un peu étranges. Voilà, alors maintenant on dit aujourd'hui que peut-être c'était dû que leur première radio était peut-être défaillante, qu'elle pouvait émettre elle-même peut-être de faux signaux, etc. Donc c'est un peu complexe, mais il y a eu des choses comme ça. Il faut aussi vous dire qu'à cette époque, on a beaucoup de romanciers de science-fiction. Ouais. Alors on connaît tous Jules Jules Verne. Verne, bah oui. Mais Jules Verne, en fait, c'est lui qui, alors, c'est parce que il a franchi le temps, Jules Verne, Mm. par la beauté de ses romans, par aussi ses adaptations tout de suite par le cinéma, comme Ouais. Méliès qui avait adapté De la Terre à la Lune et 20 milieux sous les mers, par exemple. Et donc, ça lui a assuré une certaine notoriété beaucoup plus grande que les autres. Mais Henri de Parville va écrire dans un habitant de la planète Mars, il imagine un martien qui est donc momifié à l'intérieur d'un météore. Et donc, il atterrit sur la Terre comme ça. Donc, on découvre cette momie martienne. Vous avez à cette époque-là une médium qui a été étudiée par le psychologue suisse, je crois qu'il s'appelait Henri Fournoy, qui s'appelle de son pseudonyme Helen Smith, et qui dit avoir des visions des Martiens
avoir des messages d'eux. Donc en écriture automatique, elle va écrire beaucoup, beaucoup de choses. Et elle va également faire des dessins automatiques et dans lesquels elle représente des villes sur Mars et également sur Jupiter. Et donc c'est pour vous dire qu'on est dans l'ère du temps. Voilà. Mm. Même les médiums reçoivent à l'époque des messages de martiens. Et on a Eugène Antoniadi, qui est un élève de Flammarion. Il a commencé comme adjoint de Flammarion à Juvisy. Et il va prendre son envol pour devenir lui-même astronome observatoire de Meudon. Donc c'est un homme très brillant, il est d'origine grecque. Et lui, on l'appelle le tueur de canaux parce lui, il va pas voir justement de canaux. Il va observer avec la grande lunette de Meudon, qui est donc une 83 cm d'ouverture, et lui, il voit rien. Et il comprend qu'apparemment, les canaux sont des illusions d'optique qui sont créées par deux facteurs. Le premier facteur, c'est la fatigue oculaire, c'est-à-dire quand vous observez la planète Mars, il faut savoir qu'avec un instrument comme avait Lowell, ou même comme le Grand Équatorial, on voit la planète Mars pas plus grande que la tête d'une punaise, hein. C'est tout Ah oui, petit, ah hein. oui, d'accord. Ah oui, il faut le savoir, hein, c'est tout petit. Et donc, alors on agrandit les images, on peut faire des grossissements, mais plus vous grossissez, plus vous perdez de la lumière, donc plus vous perdez de la précision dans l'image, Ouais, elle devient floue. Donc, il comprend que c'est la fatigue oculaire, parce qu'il faudra que Lowell, il pouvait observer Mars 5 à 6 heures d'affilée, hein, ouais. sans arrêt. Donc, l'œil fatigue et peut créer des illusions d'optique. Mm. Après, il y a l'optique elle-même des instruments. À cette époque-là, on a essentiellement des lunettes astronomiques géantes ou des lunettes de plus petit diamètre. Donc, une lunette, ça marche avec une lentille en verre. Donc, si elles sont à l'époque, elles sont achromatiques, c'est-à-dire qu'elles ont deux lentilles, il y a une concave et une convexe, qui permet de corriger ce qu'on appelle le chromatisme. C'est-à-dire quand vous observiez comme Galilée avec une petite lunette sans correction de chromatisme, vous aviez des images un peu polluées, c'est-à-dire on a des bords irisés dans les planètes. Aujourd'hui, maintenant, on a corrigé tout ça. On peut avoir des lunettes de toute petite taille qu'on appelle des compacts avec de très hautes performances, bien évidemment. Donc, c'est quand même un progrès. Donc, cet Antoniadi va dire que tout ça, ben, il y a des erreurs. Alors, Carl Sagan, dont j'ai parlé tout à l'heure, le voilà. Carl Sagan, qui est donc le grand vulgarisateur du XXe siècle, qui est d'ailleurs mort prématurément en 1996. Alors, c'est un peu un Flammarion moderne. Donc je dirais que l'ironie du sort dans cette histoire de canaux martiens, c'est que les sondes américaines ont véritablement découvert qu'il y avait en tout cas des lits de rivière, comme ici, regardez, c'est extraordinaire, avec de Ouais. l'érosion hydrique. Donc il y a eu de l'eau sur Mars. C'est quand même ça qui est étonnant. Alors en 1886, Le monde avant la création de l'homme, ça c'est son deuxième grand bouquin qui parle de paléontologie, qui est en avance sur son époque, puisqu'il pose la question, les dinosaures sont-ils des animaux à sang chaud? Et sont-ils vraiment des reptiles? Alors, il a raison, puisque très récemment, par rapport à son époque, dans les années 80, Robert Baker, paléontologue américain, va écrire dans le Ptérodactyle rose que non seulement certains dinosaures, même pas mal de dinosaures, ont le sang chaud, sont des animaux à sang chaud, mais en plus, ils sont peut-être pas tout à fait des reptiles comme on le pensait. Voilà, donc après, il va écrire en 1882 l'astronomie, en 87 la SAF, alors je passe vite parce qu'il nous manque peu. Là, c'est la superbe. Alors voilà, l'astronomie avait eu beaucoup de succès à l'époque à Paris, dans le monde. Voilà, à Paris à droite, on payait pour voir les taches solaires, pour voir Saturne, etc. On va voir la Lune comme aujourd'hui, on va au cinéma en quelque sorte. Voilà, la Lune, Jupiter, Saturne, ça passionnait les gens. Et voilà, lunette des écoles qui a été créée par Flammarion. Et il s'est dit, ah, c'est pas le tout qu'on lise mes livres, il faut que les enfants Puisse, puissent avoir ouais. accès. Et donc cette lunette d'un prix pas extrêmement cher, 39 francs, était dans le premier modèle, était accessible donc pour les écoles, et donc les écoles en ont acheté. Ces conférences dès 1866 vont se faire avec des diapositives, avec une lanterne magique. Voilà, les diapos de Ouais. l'époque. Flammarion, en tout cas, a su donner au ciel une voix accessible, poétique et profondément humaine, mais il serait réducteur de s'arrêter là. Car cet homme, curieux de tout, ne s'est pas contenté de scruter l'infiniment grand, une autre quête l'a habité tout au long de sa vie, celle de l'invisible. À côté des télescopes et des calculs, Flammarion s'est intéressé aux manifestations étranges, aux récits troublants, aux phénomènes que la science de son temps ne savait encore expliquer. Les fantômes, les apparitions, les signes de l'au-delà. Autant de mystères qui pour lui méritaient une attention sérieuse, une enquête méthodique, presque scientifique. Car après tout, n'est-ce pas une démarche qui guide l'astronome et le chercheur d'âme? Alors levez les yeux vers le ciel, les étoiles, pour comprendre l'univers.
ou tendre l'oreille vers l'invisible pour tenter d'entendre ce qui survit après la mort. Alors 2 explorations, 2 infinis, l'un au-dessus de nos têtes, l'autre au seuil de notre existence. Et c'est précisément ce que nous découvrirons dans le second volet de cette émission spéciale. Donc la diffusion sera le 21 octobre à 21h. On sera toujours aux côtés de mon invité Jonathan Ginet, auteur de l'ouvrage À venir en novembre, Camille Flammarion et les fantômes. Alors après avoir traversé les étoiles avec Camille Flammarion, nous nous préparerons à franchir une autre frontière, plus intime, plus dérangeante pour certains, celle qui nous conduit à la rencontre des fantômes. Alors rendez-vous le 21 octobre pour la suite de ce voyage entre science et spiritisme, entre lumière et ombre, entre l'infini du ciel et l'invisible de l'au-delà. Jonathan Ginet, en tout cas, merci. De rien. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio J pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.